Voilà, donc c'est parti pour l'enregistrement. Eh bien, merci de cette invitation qui me donne l'occasion de parler d'un sujet sur lequel je travaille. Effectivement, ce n'est pas la première fois, comme le disait Dominique, que j'interviens pour Argos, et donc je suis très content d'être là. On est dans une période complexe, donc on fait tout en numérique. Ça tombe bien, je parle du numérique. Alors, qui suis-je? Je suis Stéphane Mouchabac, je suis médecin, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui est alors maintenant dans nos grandes structures rattachées à l'AP-HP 6.0, le DMU, département médico-universitaire neurosciences, et je travaille parallèlement à l'ICRIN Psychiatrie Innovation, qui est une structure rattachée à l'Institut du cerveau et de la moelle, et je co-préside avec le professeur Olivier Bonneau et Raymond Schwann la section Innovation e-santé à l'Association française de psychiatrie biologique. Et j'ai décidé, sur la dernière ligne droite de ma carrière, de me consacrer à ces outils. Donc, mon travail consiste à peu près en trois niveaux. Un niveau qui explore comment ces nouvelles technologies viennent impacter notre culture de métier, nos habitudes en tant que soignants, en tant que patients. Donc, je travaille avec des sociologues dans ce domaine. Deuxièmement, nous développons nous-mêmes des outils techniques en essayant de faire ça pour le mieux. Et troisième point, on essaye de faire émerger avec le laboratoire des idées pour améliorer toutes ces interfaces. Donc, vous voyez, un gros chantier, et j'ai le plaisir de collaborer avec des gens du ministère et autres institutions, donc pour qu'on ne soit pas privé de ces outils. Alors, je vais faire une petite manipulation technique. Je vais prendre voilà, mon diaporama. J'ai juste besoin que vous me disiez que c'est bien à l'écran. C'est parfait. Eh bien, c'est pareil. Alors, j'ai intitulé, je change souvent de titre toutes les 3 secondes, mais j'ai mis Futur espoir et nouvelles technologies. Parce que je trouvais que c'était important qu'il y ait le mot espoir et associé au mot futur. Effectivement, parce que quand on regarde un petit peu où nous en sommes, on va dire que la technologie a vécu 4 grandes révolutions. Il y en a probablement d'autres. Certains historiens diront oui, mais bon, on peut être plus précis. Mais bon, si on est un peu dans cette perspective, considérons que dans un premier temps, la machine à vapeur a permis de faire des machines qui ont permis d'aller plus loin, de mobiliser des forces plus importantes pour l'industrie. Et puis, la deuxième révolution, c'est l'électricité qui va nous permettre d'augmenter un petit peu la puissance de nos outils, de diffuser à travers les contrées une énergie utilisée. Bref, une véritable révolution qui a permis d'augmenter la technique et sur laquelle aboutira presque quelques dizaines d'années plus tard l'informatique. Alors, l'informatique, oui, c'est une révolution importante parce que sans elle, on ne serait pas là tout ce soir en train de se parler. Alors, je ne vais pas dire qu'on n'aurait pas survécu parce que nos ancêtres n'ont pas attendu l'informatique pour vivre sur des dizaines de générations, mais elle a apporté quand même une façon d'appréhender la science, la technique, la technologie qu'aujourd'hui nous côtoyons sans cesse. Et enfin, la quatrième est importante et probablement une révolution plus singulière que les autres, celle de l'intelligence numérique, l'intelligence artificielle. On verra, ce sont des concepts particuliers qui est venu quand même bouleverser une partie de nos habitudes et surtout la manière de voir ces outils technologiques. Reprenons un peu une histoire simple. Quand je vois cette image qui doit dater vraiment du début du siècle, fin 19e, début 20e, où ces paysans qui travaillent dans les champs, et on voit que la paysanne travaille un peu plus que le paysan qui la regarde, mais on peut supposer que tous les deux ont bien bossé, eh bien, c'est physique, on s'épuise. Et puis, on peut imaginer que l'utilisation d'outils un peu plus techniques ont permis de se reposer, on les sent un peu plus détendus. Cependant, on reporte un peu ça sur ce pauvre cheval qui, même si c'est son métier à l'époque, il ne l'a peut-être pas choisi. Et on va se dire, c'est pas encore le super truc. Et puis, je vous disais, on a les machines à vapeur. On a une technologie qui va permettre d'automatiser des tâches, d'augmenter la rentabilité de nos outils, mais surtout, le paysan, il n'est plus à mettre les mains dans le cambouis. Et tout ceci va peut-être aboutir par une transformation du travail. Et quelque part, les optimistes diront, grâce à ça, on a pu changer un peu les mentalités, l'organisation du travail et aboutir au congé payé. Puis d'autres vont vous dire, non.
là, vous m'avez fait une belle fable. Regardez un petit peu cette histoire. Quand on a inventé la voiture, eh bien, la voiture, les charretiers dans Paris, ils ont un peu disparu au bout d'un moment. Quelques dizaines d'années, il n'y avait plus. Alors, on tue un métier avec une avancée technologique. Mais on a quand même remplacé peut-être certains métiers par d'autres. La voiture a amené les usines de production, les mécaniciens, les garages, toute une industrie qui s'est faite à côté. Donc, finalement, une espèce de compensation. Sauf qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est que quand on fait et crée de la technologie, eh bien, les plus inquiets vont dire, bah ouais, mais il y a des métiers qui vont disparaître et qui ne seront pas remplacés. Donc, qu'est-ce que je vais devenir moi? Et véritablement, dans le champ de la médecine, on sait aujourd'hui que certains outils, et je vais vous en montrer quelques-uns, font mieux que les médecins. Pourquoi? Ils ne sont pas plus intelligents, ils vont simplement plus vite, ils ont plus de puissance de calcul, ils sont plus nombreux, et ces outils permettent d'aller un petit peu plus loin. Alors, tout le monde a peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On rejette. Moi, finalement, je vais être là pour essayer d'exprimer une pensée qui va être critique, mais aussi une pensée d'ouverture, parce que ces outils sont imparables, et celui qui n'est pas dans le train, eh bien, il ira un peu moins vite que les autres. Alors, je pense que maintenant, c'est un concept que tout le monde a bien assimilé, que celui d'une médecine personnalisée. Effectivement, dans beaucoup de disciplines, des biomarqueurs, des analyses spécifiques en imagerie, de l'histologie, des traitements ciblés, eh bien, ça modifie complètement les perspectives de prise en charge de nos patients et on voit que dans bon nombre de disciplines, c'est un petit peu déjà demain et que dans ces disciplines, on a déjà un petit peu de science qui s'est incorporée dans un quotidien et qui fait que moi, je ne suis peut-être pas soigné comme l'autre parce que je suis différent. Alors, en psychiatrie ou en psychologie, on n'est finalement pas plus démunis, mais simplement nos biomarqueurs sont plus compliqués à mettre en œuvre. Ils ne sont pas spécifiques d'une chose. Beaucoup de pathologies les partagent. La génétique, bon, c'était très intéressant, mais on commence à mettre des applications en place, mais c'est tellement complexe et vaste qu'on a un petit peu de mal. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? Et finalement, l'intelligence artificielle et ses corollaires et ses conséquences dans les nouvelles technologies sont probablement des outils salvateurs qui vont permettre d'accéder un peu mieux à cette médecine personnalisée. Certains me jugeront un petit peu optimiste et enthousiaste, on me le dit parfois, mais je dis qu'il en faut, c'est ça l'espoir. Et bien effectivement, à un moment, tout le monde s'inquiète, to be or not to be, mais c'est surtout est-ce que je vais rester ou pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai observé dans mes travaux, puisqu'on a commencé par des analyses un petit peu de la compréhension des pratiques, comment c'était assimilé, eh bien, vous verrez qu'on a vu que les réticences, elles n'étaient pas basées un refus simple de la technologie. Ça serait idiot. Tout le monde a un téléphone portable et s'en porte bien, même si moi je pense que parfois il faut l'éteindre. Mais simplement, on se disait que ces outils, quand on ne les comprend pas, on les rejette. Et vous allez voir que le débat, il est aussi dans bien définir les contours de leur utilisation et surtout qui participe. Et moi, je milite pour que les patients soient et les aidants partie prenante de leur élaboration. Alors, un tout petit peu d'histoire. Alors, il y a eu plusieurs conférences, mais il y a des conférences fondatrices de ce que va être l'IA. Et là, on voit John McCarthy, alors il n'était pas seul, il y avait Noam Chomsky, Herbert Simon, qui vont définir ce que va être un peu l'intelligence artificielle, une forme un petit peu d'outil qui, à la conférence de Dartmouth, est défini comme des algorithmes traitant l'information, un petit peu comme le cerveau humain. Et après, on aura d'autres définitions pour dire qu'on est capable de programmer des logiciels ou de programmer au niveau informatique des outils qui peuvent même apprendre d'eux-mêmes, ce qu'on appelle les apprentissages automatiques ou le machine learning en anglais. Mais cette conférence, elle est assez fondamentale parce qu'elle va guider la manière de voir. Et là, vous voyez, l'ordinateur à l'époque, c'est un IBM 7090, c'est une usine à gaz aujourd'hui, au téléphone portable est X fois plus puissant. Mais les auteurs vont essayer de définir ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par cette intelligence artificielle? Eh bien, je résume un petit peu. On va avoir l'intelligence artificielle dite faible, les IA faibles, versus les IA fortes.
Qu'est-ce que c'est qu'une IA faible? Une IA faible, c'est globalement pas mal ce qui nous entoure. C'est une intelligence assez automatisée. Par exemple, quand vous avez dans les usines de voitures, ces machines qui font tout, elles sont automatisées, elles ont des programmes qui font un peu comme le cerveau ferait. Tu mets un malade, tu détectes des erreurs et qui s'ajustent. Mais elles n'ont pas véritablement de conscience. Un ordinateur qui joue aux échecs, même si AlphaGo a battu les joueurs de Go et Deep Blue avait battu Kasparov, ça reste un algorithme qui fait beaucoup de calculs, mais qui n'a pas une conscience qui vient de gagner. Quelque part, il s'en moque éperdument, ce n'est pas son souci parce qu'il n'a pas une conscience de ça. Ou bien ce qu'on appelle les systèmes experts, qui sont des systèmes de prise de décision, qui font des liens, qui calculent à chaque fois la bonne ou la mauvaise décision en matière de probabilité. Mais ça reste une intelligence qui n'a pas de conscience, c'est une simulation d'intelligence. Ce qui est le degré un petit peu au-dessus, et on n'en est pas encore là, c'est ce qu'on appelle une intelligence forte. C'est quoi une intelligence forte? C'est une intelligence qui est capable de faire des tâches, pour le coup, un petit peu plus complexes, d'apprendre, de raisonner de manière soit logique, ce qu'on appelle une intelligence froide. Et de l'autre côté, l'intelligence, alors je ne dirais pas un peu ultime, mais celle qui est une intelligence presque vivante, l'intelligence qui peut avoir une conscience d'elle-même, une métacognition, qui peut mimer les espèces et se développer comme elles. Alors on en est un petit peu loin, mais vous voyez que dès qu'on commence à aller dans l'intelligence froide ou forte, mais chaude ou sensible, eh bien on a peur un petit peu de ces conséquences. Et c'est vrai que c'est un vrai débat qui freine. Aujourd'hui, on est quand même dans notre quotidien, et en l'occurrence notre quotidien soignant, sur des intelligences artificielles dites faibles. Alors, il y en a partout. Il y en a, par exemple, quand vous faites de la reconnaissance de caractère, de la reconnaissance de visage avec vos téléphones, quand vous demandez un crédit. Moi, je raconte toujours, la première fois que j'ai demandé un crédit quand j'étais chef de clinique pour ma maison, que j'avais achetée à l'époque, eh bien, ils s'étaient trompés. Au lieu de mettre chef de clinique, ils avaient mis chef d'une clinique. Pensez bien que l'IA a dit OK directement. Bon, quand je leur ai dit, mais non, je ne suis pas chef d'une clinique, mais deux cliniques, ils étaient un petit peu déçus, mais quelque part, c'était un peu trop tard et j'ai eu mon prix à un tarif qui était somme toute avantageux. Donc, comme vous voyez, parfois, l'IA peut nous aider vraiment de manière très significative. L'IA peut vous aider à déterminer le comportement d'un consommateur, la cybersécurité, chercher avec ce qu'on appelle le data mining au sein d'une masse d'informations, des données qui seront des données qui vous permettront de caractériser encore une fois des comportements, faire émerger des concepts, etc. Google, avec ses algorithmes qui sont excessivement puissants, avec des gens très brillants qui sont derrière, arrive parfois à nous faire douter de nous-mêmes et même à nous inquiéter. Vous tapez 2 lettres et boum, ça vous dit exactement ce que vous cherchez. Comme un mentaliste, gratuitement. Alors vous vous dites, mais comment est-ce possible? Parce que grâce à ces algorithmes, on crée des tendances, votre bulle, une représentation numérique de ce que vous êtes quelque part, avec des probabilités que ça marche, et quelque part, ça fonctionne plutôt bien, l'analyse financière. Alors, quid de la médecine? Et c'est de ça dont je vais parler. Donc, vous voyez, cette IA, cette intelligence artificielle, ces outils numériques sont là, ils existent, et dans la médecine, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà quand même bien pénétré notre profession. Mais dans la psychiatrie, il y a quand même pas mal de réticences. Alors, quand ces outils numériques, agrémentés ou non d'une IA, peuvent-ils intervenir? Ils peuvent intervenir avant même qu'il y ait quelque chose. Alors là, ça provoque un débat, mais vous allez voir, on peut prédire des événements, ce qu'on fait déjà avec la météo, ce qui reste des probabilités. On peut agir dedans, pendant par exemple une crise, pendant un épisode, comment optimiser la prise en charge, comment prendre des bonnes décisions, comment peser une balance bénéfice-risque, comment aider le patient de manière adaptée et singularisée. Et bien sûr, après, pour éviter qu'il y ait des soucis, pour augmenter la qualité de la prise en charge. Bref, on a là quand même un niveau d'intervention assez intéressant. Alors, est-ce que j'anticipe en disant tout ça? Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce qu'on est un peu dans la réalité? Donc moi, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est à peu près où on en est. Certes, je vais probablement parfois être un peu emphatique, mais je vais vous montrer, surtout peut-être quelques exemples dans le champ des troubles bipolaires, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut voir. Et bien sûr, j'en ferai la critique à un moment. Alors, ça nous aide au niveau des biomarqueurs.
c'est vrai que ces outils numériques permettent assez, alors je dirais facilement est un terme qui n'est pas tout à fait juste, mais quand même de manière assez efficace, au sein, par exemple, d'un grand nombre de données biologiques, d'extraire, de calculer, d'essayer de trouver ce qui semble caractériser la signature biologique, par exemple, d'une pathologie. Par exemple, vous allez avoir des images mentales, enfin de l'imagerie mentale, de l'imagerie cérébrale, et couplée par exemple à des marqueurs biologiques ou génétiques, et on va mettre ça dans la machine qui va tourner, s'entraîner et essayer de faire des classifications, de séparer un petit peu les outils entre eux. Imaginez que je ne connaisse pas la différence entre un chien et un chat. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mes amis. Alors, je leur dis, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils m'ont dit, ouais, on va t'aider. On va t'envoyer des photos de chiens et de chats. Mais comme je ne sais pas ce que c'est, derrière, ils vont écrire ça c'est un chien, ça c'est un chat. Donc je vais recevoir plein de photos, je vais regarder les étiquettes chien, chat, je vais faire 2 tas, puis en regardant, je fais ah ouais, effectivement, il y a quand même des différences. Ce qui fait que la fois d'après, on va me donner une photo, je fais oui, maintenant j'ai compris, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Ça, c'est typiquement comment peut fonctionner un algorithme de classification qu'on appelle supervisé. Par exemple, pour diagnostiquer des maladies, quand on connaît déjà les maladies, on entraîne l'ordinateur à trouver des différences sur des critères biologiques, des critères d'imagerie, des critères comportementaux. Et une fois qu'il s'est bien entraîné, on lui met des nouvelles données et il dit ça appartient à telle catégorie ou telle catégorie. Ça, c'est intéressant, par exemple, quand on a des doutes sur le diagnostic d'un trouble plutôt de l'humeur versus un trouble schizoaffectif ou un trouble de la lignée plutôt schizophrénique. Eh bien, les ordinateurs, par exemple sur des critères d'imagerie ou biologique, dans certaines situations, sont capables de distinguer ces événements d'une façon assez efficace, puisque parfois ça frôle les 97-98% d'exactitude sur certaines pathologies. On peut aller même plus loin. Admettons maintenant que je ne sache toujours pas ce qu'est un chien et un chat, j'appelle mes copains, ils en ont marre, et ils m'envoient plein de photos. Sauf que cette fois-ci, ils n'ont pas mis des étiquettes. Alors, au moins, ils m'ont envoyé des photos de chiens et de chats. Alors, ça va être à moi de regarder les différences. Je vais faire des tests. Dis donc, ils ont les poils. Non, les poils, ce n'est pas un facteur qui discrimine. Leurs yeux. Et ils ne sont pas tout à fait pareils. Il y en a qui ont des yeux qui sont avec des pupilles rondes, puis d'autres, ça ressemble à des petits croissants de lune. Là, c'est un petit peu différent. Est-ce que ce n'est pas un critère? Et vous voyez, à partir de petits détails, à partir de choses, je vais commencer moi, à faire des classifications. Et peut-être que je vais pouvoir faire émerger des concepts au-delà des étiquettes que j'avais habituellement, donc des concepts que finalement je ne connaissais pas. Trouver des nouvelles différences de classification. Je viens de remarquer, en regardant comme ça, que les chats ont 3 poils de plus sur une oreille par rapport aux chiens. Je dis n'importe quoi, mais tout à coup, je me dis, si ce n'était pas un critère intéressant. Et ça, c'est le début de ce qu'on appelle le deep learning, par exemple. C'est une des couches du deep learning, où à partir de données, on va aller vers des concepts. Donc, vous voyez, ces outils, biologiquement, au niveau de l'imagerie et autres, permettent de faire émerger des outils de classification. Mais pour moi, et ce sur quoi je travaille plutôt actuellement, c'est ce qu'on appelle le phénotype, alors en français, numérique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de dire que le phénotype, c'est le résultat de l'interaction entre les gènes et l'environnement. Voilà, mon phénotype, moi, voilà, je suis avec la tête que j'ai, machin, etc. Mes gènes ont évolué dans un environnement et je suis ce que je suis. Au niveau comportement, mes gènes m'exposent à certaines modalités comportementales. Elles ne les garantissent pas à 100%, et l'environnement va les faire s'activer ou non, va les modifier, etc. Et l'idée du phénotype numérique, ça serait quoi? Ça serait qu'à partir de données numériques qu'on capterait, et je vais vous expliquer comment, on pourrait avoir une signature de nos comportements, une signature numérique, quelque part ce que font déjà Google ou autres sur vos tendances, par exemple comportementales d'acheteurs ou autres. Ils vous connaissent très très bien, même mieux que vous, sur certains paramètres. Et là, de manière assez équivalente, on serait plutôt à avoir des outils qui, avec les mesures qu'ils prennent, nous permettent de déterminer des états émotionnels, motivationnels ou autres. Par exemple, le phénotype numérique, c'est quoi? C'est que vous avez à la fois des données qu'on appelle passives et des données actives. Les données passives, ce sont des données que recueille, par exemple, un téléphone sans vous le demander. Votre nombre de pas, combien de fois vous avez mis le doigt sur l'écran, combien de fois vous avez téléphoné, même, par exemple, ce que vous avez raconté. Votre voix peut être analysée.
si vous parlez lentement, si vous parlez très vite, si vous parlez de manière distincte ou non, s'il y a des variations par rapport à d'habitude, même au sein de votre voix, de distinguer des éléments de langage, de les analyser, de distinguer des éléments émotionnels au sein de cette voix, je suis en colère ou pas. Bref, un nombre d'informations qui n'est pas nécessaire de spécifier vous-même pour qu'elles soient informationnelles. Deuxièmement, par exemple, le GPS et l'accéléromètre. Si effectivement, je vais vous montrer, je bouge beaucoup, ça va être capturé par mon smartphone. Mais ceci comparé à des dizaines et des dizaines de personnes mixées avec tout un tas d'autres paramètres, et bien comme je vous ai dit précédemment avec mes histoires de chiens et de chats de classification, je vais commencer à avoir des outils qui vont associer. Vous allez voir, quand je marche beaucoup, c'est peut-être que je suis accéléré. Si je suis accéléré, c'est peut-être que je suis en début d'hypomanie ou pas. Et on va voir qu'il y a des papiers qui permettent de calculer véritablement ces différences. La communication digitale, l'activité sur l'écran, combien de temps je passe, à quelle heure. Ce n'est pas anodin que si j'envoie 200 messages par heure de 3 heures du matin à 6 heures du matin, il y a peut-être un trouble du sommeil, vous voyez. Et puis, je peux même mesurer mon sommeil, sa qualité. Je peux rajouter des biocapteurs, rythme cardiaque, tension artérielle, variation de l'amplitude du rythme. Je peux capturer des informations biologiques dont on sait qu'elles correspondent aussi à des états émotionnels ou autres. Et puis, les données actives, ça peut être des questionnements. Comment vous vous sentez aujourd'hui? De 0 à 10, dites-moi comment vous êtes. Vous faire passer une échelle, par exemple, de dépression ou de questionner. Tout ceci mixé en temps réel, sur la durée, vous donne des informations que, normalement, vous verrez, notre cerveau n'arrive pas trop à retenir. Pourquoi? Parce que si je vous dis comment vous dormez en ce moment, généralement, vous allez vous souvenir de vos 3 dernières nuits. C'est comme ça qu'on ne fait pas tout le mois. Lui, il le sait. Et une fois qu'il a fait ça, eh bien, avec des petits algorithmes, comparé à des masses de données d'autres patients, dont on sait qu'ils ont tel état ou tel état à tel moment, voire pas du tout, on va pouvoir faire émerger une signature numérique de certains comportements. Alors, j'entends tout de suite, mais on est surveillé. Vous allez voir, j'ai déjà questionné pas mal de monde au sein par exemple, du NAFAM ou autre. Les gens sont assez partie prenante quand c'est bien utilisé. Mais vous allez voir, ma deuxième partie, c'est comment bien l'utiliser. Nous avons tous, chez nous, des outils connectés qui permettent ces outils d'avoir des évaluations momentanées, écologiques, en temps réel, des évaluations qui vous permettent justement de travailler et de recueillir des informations tout le temps. Et ce qu'on appelle les Ecological Momentary Assessments, c'est justement ce que je vous disais, des évaluations qui correspondent à la vraie vie. Ces outils prédisent des comportements. Je vais vous donner un petit exemple. L'exemple numéro 1, on m'a téléphoné, j'espère que ce n'est pas quelqu'un du panel qui me dit que j'ai un souci, mais je ne crois pas. Imaginez qu'il y a 2 comportements. Je fais 10 000 pas par jour. On me dit c'est vachement bien. En rouge, c'est mon chemin habituel. Je fais 10 000 pas. En bleu, j'ai fait 10 000 pas. Mais on voit bien que les pas, ils tournent un peu en rond. Eh bien, à l'aide du GPS, une équipe italienne avait montré que quand le nombre de pas augmentait, mais surtout devenait un peu chaotique et n'était pas trop en lien avec les comportements habituels, eh bien, c'était probablement significatif d'une accélération motrice, donc probablement d'une phase débutante hypomaniaque ou maniaque. Alors, me dire, je me sens surveillé. Maintenant, c'est comment je veux être monitoré. Et c'est une vraie question. Est-ce que j'accepte d'être surveillé par moi-même ou par un outil numérique en permanence? Mais, par exemple, c'est possible. Et là, je vous disais, on est sur vraiment le avant et presque pendant le début d'une crise. Donc, vous avez des indicateurs qui vont vous dire, oh, peut-être aujourd'hui, il va falloir se calmer, ou il y a un souci, ou peut-être contacte ta famille, ton médecin, pour voir comment il te trouve. Par exemple, autre étude qui est sortie il y a 2 ans, qui est un modèle de prédiction passif. On a recueilli à l'aide du téléphone pas mal de paramètres. Par exemple, l'exposition à la lumière, le temps de sommeil que vous aviez. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous étiez agité? Avec l'accéléromètre, on a vu un peu la qualité du sommeil, la durée, etc. Avec des petites interrogations sur votre humeur, boum, balancé dans un outil de machine learning, donc d'apprentissage, eh bien,
j'ai fait une bêtise, j'ai écrit 35%, ce n'est pas du tout 35%, mais 65%. Il y a les gens sont capables, enfin l'ordinateur est capable de prédire en fonction des derniers jours ce que vous allez être dans les 3 prochains jours, votre humeur. Il est capable, à partir de tous ces paramètres, de dire sur les 3 prochains jours, vous allez être comme ceci, comme ça, et c'est juste, dans 65% des cas. Mieux encore, il était capable de dire vous êtes dans tel état, c'est-à-dire déprimé, hypomane, maniaque, dans 85 et 87% des cas. C'est-à-dire que ces paramètres-là, ça nous montre qu'ils sont significativement liés à des états. Vous allez me dire oui, ben je le sais, quand je dors plus, c'est que je suis. Mais il est capable de le capter objectivement. Maintenant, on peut imaginer que cet outil soit intégré dans un paramétrage personnalisé de votre prise en charge ou d'une prise en charge et qu'il déclenche des petites alertes. Mais vous voyez, ils sont capables de discriminer de manière assez authentique des états qui sont des états émotionnels ou autres, et ces outils fonctionnent quand même de manière optimale dès lors qu'ils sont entraînés sur des grosses populations. Alors, continuons. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant. Alors, c'est en anglais, veuillez m'excuser, mais j'ai repris la diapo de la revue. Ils ont regardé ce que je vous disais, de l'actigraphie, le sommeil, les paramètres vitaux, comment vous bougez, et les interactions sociales que vous avez, comment vous vous sentez dans la journée, surtout en analysant certains dans votre visage en vidéo, votre langage, vos mimiques et autres, puis vous demandez comment vous vous sentiez en auto-évaluation. Et bien sûr, il y avait la possibilité de regarder ça, de croiser ça avec le regard des amis et des proches. Boum, base de calcul qui analyse tout ça. Et à la fin, il était capable de vous dire dans quel état émotionnel vous étiez, de changer, de reconnaître vos états thymiques dans un nombre de cas vraiment important. C'est un modèle, mais ça montre justement qu'après, en rajoutant des interactions, on le voit ici à la fin, je ne sais pas si ma souris apparaît, on a des recommandations, on a des signaux un petit peu d'alerte, et puis des stratégies d'autogestion. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez voir, selon moi, je ne suis pas le seul, hein, on va restaurer des capacités d'autonomie à la personne parce qu'il va avoir un regard sur lui-même et du poids pour en parler. Autre outil intéressant, l'imagerie. L'imagerie médicale sont des données numériques aujourd'hui. Quand vous prenez une IRM, vous êtes capable de, enfin, c'est une fois que vous avez l'acquisition, ce sont des données numériques. Donc, vous pouvez les traiter, je dirais pas facilement, parce qu'un cerveau humain va être un peu ennuyé. Quand vous avez une boîte d'1 million de points sur 1 million de points, ça fait quand même du calcul. Mais l'ordinateur, pour lui, c'est juste du temps. S'il est bien programmé, c'est juste du temps et de la ressource. Et vu comment la puissance des ordinateurs évolue en permanence, eh bien, il devient beaucoup plus facile d'analyser ces grosses quantités. Donc, par exemple, les programmes vont analyser énormément de cerveau. On va leur dire, par exemple, ça c'est tel type de trouble, ça c'est tel type d'état. Ils vont faire des fameuses classifications. Et puis, une fois que la base de données elle est bien entraînée, quand vous mettez un nouveau cas, il vous dit, bah, ça c'est tel trouble, ou alors, dans 2 ans, ça va devenir tel trouble, ou alors, dans l'année, il y aura un risque de ça, etc. Waouh, effectivement, ça inquiète quand vous donne une prédiction, mais qui n'est pas non plus une certitude de 100% encore. Mais là où l'être humain, lui, prend ses décisions souvent avec un niveau qui est parfois proche du hasard dans ce genre d'histoire, eh bien là, on augmente la capacité de prédire, mais bien sûr, il faut quand même des grandes bases de données, et encore faut-il que ce dont on parle soit une réalité. Si on prédit des troubles qui n'existent pas, on ne prédit rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des anomalies que l'ordinateur va déceler alors qu'on ne les aurait peut-être pas vues, il va dire, bah tiens, ça c'est une sorte de ce qu'on appelle un biotype, c'est une manière qu'a le cerveau d'être connecté. Eh bien, ce biotype, il va être associé à tel trouble ou à tel état. Donc, si je mets un nouveau cas et une imagerie de quelqu'un, eh bien, il est capable, en comparant de manière très fine, il est capable justement de dire bah, ça appartient à cette catégorie. Donc, si cette catégorie a un risque de faire des transitions, d'aller vers la maladie, de faire des cycles rapides ou ce qu'on veut, il est capable de les proposer, de les déterminer. Alors, bien sûr, est-ce qu'on a envie de connaître la date de sa mort? J'exagère en disant ça, mais vous voyez ça sur Internet. Ben non, on aimerait bien être tranquille. Est-ce qu'on a envie de savoir si on a un risque ou pas? Eh bien, ça,
c'est quelque chose qui fait partie du débat sur ce qu'on accepte aussi en matière de prédiction. Certains disent, ouais, moi j'ai envie de savoir, d'autres, ils font, moi je ne veux pas savoir. Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut quand même pouvoir que l'individu puisse déterminer ce qu'il veut, et c'est là, ça sera la deuxième partie de mon propos. Alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est thérapeutique. Je vous ai mis ici un outil de réalité virtuelle, mais on a plein de possibilités grâce à ces outils de paramétrer, de personnaliser des environnements pour faire qu'on travaille sur, à des endroits où normalement il n'y a pas peut-être le thérapeute à disposition. On peut nous-mêmes, on se disrupte comme on dit dans le langage. On se remplace par une technologie ou par un moyen quelconque, et les thérapies guidées, les thérapies virtuelles et autres, couplé à ces outils numériques qui sont capables un petit peu de ressentir votre état, eh bien, ça permet d'optimiser des prises en charge. Alors oui, mais d'accord, est-ce qu'on n'est pas là non plus en train de créer un espèce de traitement idéal dont je n'ai peut-être pas besoin? C'est vrai, ça fait partie du débat actuel, mais ce débat, il n'est pas propre au champ de la santé mentale, il est quand même propre à tout ce qui touche à l'IA. Et c'est là où, en fait, effectivement, il faut voir les opportunités, puis il faut voir un petit peu les limites. Allons plus loin. Ça, c'était un outil qu'avait développé une équipe que je connais bien et qui est un chatbot d'aide thérapeutique. C'est-à-dire que quand, entre deux consultes, il y a qui? Il y a quoi? Il n'y a pas toujours la famille, il n'y a pas toujours l'entourage, il n'y a pas toujours le thérapeute. Moi, par exemple, pour avoir des rendez-vous, j'essaie de faire au mieux, mais je suis tellement débordé que je ne peux pas être disponible tout le temps pour tout le monde. Eh bien, ces outils, c'est là où c'est intéressant, sont des outils qui, eux, sont là tout le temps. Alors, je veux dire, ce n'est pas un humain. Mais je vais vous montrer un petit truc derrière qui va vous faire relativiser cette notion. Et un chatbot, c'est hyper fonctionnel. Je regardais un jour un documentaire, et c'était un prof de Stanford, je crois, qui est le spécialiste des agents conversationnels, c'est-à-dire des petits chatbots. Le mec, c'est le spécialiste au monde, dans une plus grande université du monde. Il explique qu'il divorce, etc. Et il s'était mis sur un réseau de dialogue avec des personnes qui étaient dans des pays à l'autre bout de la Terre. Et il parlait depuis 3 mois avec cette personne. Et à un moment, cette personne lui dit comment tu vas. Alors l'autre, elle dit ça va bien, je suis tout roule et tout. Mais attends, j'essaie de mettre plein écran. Bon, non, ça marche pas. Et il lui dit, mais comment tu vas? Une fois, je me promène, il fait beau et tout. Le mec, il dit, mais attends, il fait beau, il regarde la météo dans le pays, il fait -30 et il neige. Et là, il lui sort une phrase complètement bidon. Et l'autre répond, oui, oui, tout à fait, ça va bien. Et le mec se rend compte que ça fait 3 mois qu'il parle à un chatbot. Et là, il dit, vous imaginez, moi qui suis le spécialiste, je me fais avoir. Bon, c'est un peu le test de Turing, presque. Mais le gars dit, ouais, c'est quand même vachement bien fait et c'est quand même puissant. Donc, ces chatbots ont une part de réalité. Et ils sont intéressants parce qu'ils peuvent nous parler, nous guider, et quelque part, ils ont une petite forme d'humanité qui est une forme qui nous fait un petit peu du bien. Alors là, c'est un papier qu'on a publié il n'y a pas longtemps. Et on essaie de montrer, c'est un schéma un petit peu complexe, mais justement, comment ces évaluations momentanées écologiques, c'est-à-dire en temps réel, savoir comment vous êtes et autres, capturer avec votre voix, avec la pression, etc., peut permettre de générer un état et de proposer ce qu'on appelle des EMI en anglais, c'est des interventions momentanées et écologiques, qui sont des propositions qui peuvent être, par exemple, fais ceci, fais cela, sors, appelle tes amis, appelle le médecin, etc., ou fais de la méditation, pose-toi, mais qui seront vraiment optimisées pour ça. Alors, je suis un peu embêté quand j'écris ça parce que j'ai regardé un film récemment qui s'appelle Don't Look Up, qui passe sur une plateforme de streaming qui est vachement bien, où le pas gentil, le méchant, qui est un espèce de milliardaire excentrique, a un outil qui fait à peu près ça, sauf qu'il le fait n'importe comment. Mais bon, donc, mais en même temps, je crois véritablement que ces outils peut être ce que nous, on avait appelé de la dopamine digitale. Ça peut aider, par exemple, chez les gens déprimés, d'avoir une évaluation immédiate et d'avoir des outils proactifs, motivationnels, qui sont là pour nous aider aussi et qui peuvent même aussi générer des interventions humaines. Donc, vous voyez, c'est couplé, on commence à avoir des éléments thérapeutiques qui sont entre les deux. Mais bien sûr, critique, à un moment,
je ne sais pas si vous reconnaissez cette scène, c'est dans Minority Report, qui est là joué avec Tom Cruise et qui est issu d'un livre pardon, de nouvelles de Philippe K. Dick. Minority Report, c'est on arrive à anticiper ce qui va se passer, donc on met en prison des gens qui n'ont encore rien fait mais qui vont faire. Et quelque part, la prédiction, c'est un peu ça. La prédiction, c'est avant que ça soit passé, on dit ça va se passer, donc on agit. Donc on voit bien que là, les types, tout juste, il les congèle pas, enfin si, je crois qu'ils font un équivalent, et ils les cryogénisent et les mettent dans un coin. Là, le but, c'est pas la proposition, c'est pas de faire ça, c'est d'ajuster au mieux les thérapeutiques qu'il faudra valider, qui correspondent, alors, ne sont pas nécessairement médicamenteuses, mais qui correspondent à vraiment de la science pour justement optimiser la prise en charge. Et c'est là où peut-être notre deuxième registre d'interrogation est important, c'est qu'est-ce que ça vient faire dans la relation? Est-ce que c'est un autre? Est-ce que c'est un add-on? Quelque chose en plus qui est là pour nous aider? Est-ce que c'est une tierce personne un petit peu bizarre, finalement, avec laquelle on est obligé de traiter? Ça se définit. Moi, personnellement, je me pose toujours cette question-là. Si je veux voir un cardiologue, est-ce que je veux voir un cardiologue qui parle en noir et blanc et qui écoute mon cœur avec une corne de bouc creusée, ou est-ce que je veux un type qui a une échographie et un ECG? Quelque part, je veux quelqu'un qui a un électrogramme et un ECG. Vous allez me dire, oui, mais bon, dans le métier de la psychiatrie, la parole, la relation. J'ai un cardiologue aussi, dans l'absolu. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans la relation. Simplement, on intègre des outils et on intègre des outils dans notre pratique. Et vous verrez que pour moi, l'équation, je la dis maintenant et je la redirai après, c'est 1 + 1 = 3. C'est une augmentation de la potentialité thérapeutique du médecin et non une concurrence ou une abstraction. Alors, on avait fait une étude pour vous montrer un petit peu comment, dans la discipline, on pense. Cette étude qu'on avait publiée en 2018 et qui était au départ la thèse d'Alexis Bourla, était une étude où on avait utilisé une méthode qu'on appelle qualitative, mise au point surtout en sociologie psychologique, qui s'appelle la méthode des vignettes. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait raconté 3 petites histoires. Une consultation où on faisait un prédiagnostic avec une tablette et un logiciel de diagnostic intelligent, un bracelet connecté qui prédisait des rechutes et un truc d'imagerie. Et on avait interrogé 500 ou presque 600 psychiatres, des internes, des profs, des PH, des libéraux, enfin vraiment, vraiment tout le monde. Et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on avait vu que seulement 20% acceptaient vraiment, avec des profils plutôt comme le mien, je suis en CHU, etc., j'aime la tech. Il y en avait qui étaient complètement contre, et puis beaucoup au milieu, intermédiaire. Et ce qui nous avait frappé, même les internes, qui sont pourtant les digital natives, qui sont pourtant les médecins de demain, étaient assez réticents. Et ce qu'on voyait, c'était les craintes. Les gens disaient, bah oui, l'alliance thérapeutique, le transfert, ça risque d'être abîmé. Les contre-réactions, est-ce que ça ne va pas m'angoisser de me dire que je vais faire une rechute? C'est vrai, mais ça, je vais en parler. Est-ce que je ne vais pas surtraiter ou sous-traiter comme Minority Report? Au niveau éthique, je vais déshumaniser, figer le patient dans sa pathologie. Bon, non, on n'était pas là pour juger, hein, c'est un travail sociologique, d'anthropologie, donc on recueillait des impressions, prédire une maladie incurable, donner un traitement préventif, utilisation politique pour combler la pénurie de médecins. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, il y en a moins, ça, c'est quand même peut-être pas très bien, et donc, est-ce qu'on n'est pas là à cautionner un système qui nous remplace? Risques liés aux faux positifs, aux faux négatifs, risques liés aux dispositifs, les effets indésirables, comment les gérer. Alors ça, aujourd'hui, il y a quand même des nomenclatures et des réglementations très, très importantes. Et les normes européennes ont été, la doctrine a été réévaluée au niveau européen en 2017. Et en France, elle est valable, elle est appliquée depuis mai 2021. Mais on essaye de cadrer au mieux comme un médicament, comme un dispositif médical classique. Mais on voit qu'il y avait des craintes. Vous voyez? Et en fait, la conclusion, ce n'était pas que les gens ne voulaient pas utiliser ça, c'est qu'en fait, souvent, ils ne comprenaient pas comment ça marchait. Mais c'est quoi la boîte noire? Et nous, dans nos recommandations, on avait dit, mais il faut instruire les gens. Et étonnamment, on a refait exactement la même étude. Je dis étonnamment, non, parce que ce n'était pas étonnant a posteriori, avec les infirmiers, des élèves infirmiers exactement, ils étaient 2000 quasiment, et eux étaient beaucoup plus dans l'acceptation de ces outils. Alors, on avait envoyé, quand on a écrit notre article et qu'on l'a envoyé dans une revue spécialisée, et on a dit, oui, voilà, on est étonné. Et il nous a dit, mais ce n'est pas étonnant. Nous, profession infirmière, nous sommes des spécialistes de l'intégration de ces technologies.
quand on a un monitoring dans une unité de soins intensifs, quand on a un appareil tensiomètre automatisé, ça nous fait gagner du temps, ça nous permet de faire plusieurs choses, etc. Et nous, c'est notre culture. Et donc, on voyait bien que c'était aussi des histoires de culture. Et quand j'avais interrogé les patients les premières fois, les aidants, je me disais, bon, on va avoir des réticences. Eh bien non, les gens étaient très partants. Et nous avons fait une conférence la semaine dernière au congrès de l'encéphale avec justement une personne du ministère et de l'UNAFAM, et on voyait bien que la demande était réelle et que les réticences que nous, on pensait avoir, elles n'étaient pas là. Qu'est-ce qui nous manquait? Il nous manquait d'avoir écouté les patients et les aidants. Et c'est en cela que aussi on avait conclu par vous devez vous engager en tant qu'utilisateur premier, vous êtes les premiers concernés, dans la conception, dans l'évaluation de ces outils, et vous avez votre mot à dire. Parce que un informaticien, quand il fabrique son outil, il a des procédures qui lui sont propres. C'est des normes techniques et autres. Un médecin, quand il utilise un médicament, un outil ou une technique, il a des normes qui sont des normes médicales. Un commercial, lui, il a ses process et il a ses objectifs. Le patient, comment il évalue? Comment il fait? Comment il sait? Et il regarde les likes, les cœurs, les machins. Ce n'est pas de la science la plupart du temps, c'est qu'une impression. Et moi, j'ai vu des applications qui conseillaient en phase hypomaniaque de boire un coup, parce que tu seras mieux. Vous imaginez l'information et le niveau d'information. On a vu, c'était un papier qui était sorti, qui reprenait tous les critères de psychoéducation les plus pertinents de Vieta, par exemple, donc des équipes espagnoles, et il regardait ce qui correspondait. Il y avait entre 0% de concordance à 50% ou 60% pour le mieux, mais la plupart, c'était à 30-40%. C'est-à-dire que rien qu'un outil de psychoéducation, c'était il y a 5-6 ans, c'était nul. Donc, bien sûr qu'il y a eu des progrès, mais voyez qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, là aussi, qui doit le faire? Peut-être nous, peut-être les gens doivent se former, et je vais en parler. Parce que moi, je pense que le e-patient, on va l'appeler comme ça, c'est l'empowerment, c'est une forme de reprise de pouvoir, et il y a une dimension proactive dans cette éventualité. Pourquoi il y a une dimension proactive? D'abord, j'aime bien reprendre la phrase de Thomson, plus connue sous le nom du baron Kelvin. Donc, ça nous évoque un thermomètre avec une mesure de temps. Ne s'améliore que ce qui se mesure. Effectivement, comment vas-tu? Je vais mieux. Ok, c'est une impression globale, c'est une perception, mais je vais mieux comment? Combien? Je vais mieux quoi? Et finalement, bien souvent, moi, ça m'arrive, je suis dans le service, je fais comment va monsieur machin ou madame bidule, on me dit oh, il est mal. Mais il est mal, c'est une information qui ne me dit pas comment il est. Je vois à peu près, mais ce n'est pas précis. Il me manque un nombre d'infos colossal. Eh bien, ces outils, exactement comme dans un service d'hématologie, j'aurai la numération formule sanguine, comme dans un service d'endocrinologie, j'aurai des dosages de la thyroïde, eh bien, je vais avoir mes dosages à moi. Je vais avoir mes mesures. Et il me les faut. Sauf que, qui les fait dans les services, les échelles en permanence à chaque fois? Hormis dans la recherche, c'est rarissime. On le fait peu parce que c'est chronophage, certains n'en voient pas l'utilité, alors que ne s'améliore que ce qui se mesure. L'avant, le pendant, l'après, quand vous avez une variation, vous savez à peu près où on va et vous savez si vos actions, elles sont pertinentes. Eh bien, ces outils, quand même, sont des outils qui vous donnent, vous, des informations sur vous, qui sont des mesures objectives, une fois que c'est validé, bien sûr, et qui permettent d'avoir, non pas une négociation, mais une interaction plus équilibrée sur ce que vous ressentez, qui n'est pas, par exemple, juste la vision subjective, ou parfois et objective si on veut, de l'entretien médical, puisqu'on n'est jamais à la place de l'autre totalement. On imagine et on a nos représentations. Nous, par exemple, on a là écrit un article qui est en cours qui a été accepté et qui est en cours de publication, mais où, à l'aide de tous ces outils, on a essayé de voir, je suis désolé encore c'est en anglais, mais je l'ai pris dessus, de voir tout ce que, par exemple, le phénotype numérique, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, permettait de maîtriser comme erreur cognitive ou erreur de décision. On fait des erreurs cognitives tous fréquemment. On s'est tous dit un jour, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais si j'avais réfléchi. On peut être persuadé d'avoir pris une bonne décision pour se rendre compte a posteriori que ce n'était pas la bonne. Qu'est-ce qui a mené à cela? Eh bien, c'est que naturellement, on prend souvent des décisions
elles ne sont pas irréfléchies, mais elles sont basées sur des schémas très automatiques. Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes sur un site marchand qui a écrit « il reste que 2 exemplaires », vous faites « ouh, je le veux » et poup, on appuie. Qu'est-ce qui fait que si vous êtes sur un site de réservation, qu'on met 8000 personnes veulent aller là, vous êtes pressé, vous appuyez. Ce n'est pas la rationalité. Parce que pour ça, en vrai, pour ne pas dépenser, ce que conseille Dan Ariely, qui est un chercheur qui travaille dans le domaine, c'est de mettre votre carte bleue dans le congèle, dans un verre d'eau dans le congèle, et si vous avez une envie, d'utiliser la carte bleue quand ça a décongelé. Et il dit que d'ici là, vous aurez peut-être moins envie. Ce qui montre que souvent, on a des décisions qui sont assez automatiques, basées sur des a priori, des stéréotypes, etc. Quand je demande à un patient comment vous êtes, il me donne des infos. Quand je pense à un traitement et son efficacité, je pense aux 2-3 derniers patients que j'ai vus, pas 100 patients comme dans une série d'une étude. Vous voyez bien qu'on est limité. Là, tout à coup, grâce à ces outils, on a aussi de l'argument, on a aussi des données sur un mois où on n'a pas perdu des informations avec des biais de remémoration. On n'a pas la surconfiance du médecin, on va pas la sous-confiance du patient quand il dit les choses, les illusions d'association, etc. Donc, vous avez, grâce aussi à ces outils, le moyen d'avoir des informations qui sont objectivables et qui permettent de savoir comment on est et d'avoir une courbe, une tendance avec laquelle on va pouvoir travailler et probablement prendre des décisions qui seront des décisions plus adaptées ou plus pertinentes ou peut-être moins biaisées. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais bon, le médecin, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Justement, là où il y avait quand même une critique sur parfois certaines de nos actions, la possibilité d'agir un petit peu différemment dans les prises de décision, je parle thérapeutique ou clinique. Les systèmes d'aide au diagnostic et à la décision médicale, ce qu'on appelle les SADM, peuvent même aider à faire des interventions par stade, selon le stade, l'intensité des symptômes, même travailler sur les directives anticipées. On avait publié cet article un peu conceptuel où on essayait d'imaginer comment, avec une IA, on pouvait aider à créer des directives anticipées ou des plans de gestion de crise adaptés à vous, que ça vous aide à trouver les meilleures solutions en fonction de ce que vous êtes, de vos prodromes et autres, même de déclencher des micro-alertes spécifiques ou non, de les accepter ou non, de pouvoir dire dans mes directives aussi, si je ne suis pas bien et que je ne peux plus donner mon consentement, je ne veux pas qu'une IA prenne des décisions pour moi, ça il faut l'anticiper. Aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Est-ce que j'accepte que ça soit un humain seul ou un humain augmenté d'une IA qui prennent des décisions? Donc, on a essayé d'explorer ça parce que ce sont de vraies questions aussi qu'il faut anticiper. Mais vous voyez, les systèmes d'aide au diagnostic qui, à partir de ces données, sont capables de vous dire ça c'est mieux, ça c'est pas mieux, ça a une plus grande probabilité de marcher, eh bien, c'est quand même très pertinent quand on voit parfois, je dirais pas le flou de nos décisions parce qu'il ne faut pas trop se flageller parce que c'est compliqué de prendre une décision médicale, mais ça augmente peut-être une partie des probabilités d'être dans le juste versus dans le faux. Alors, une fois, j'avais lu un article intéressant qui disait « Ouais, mais tout ça, c'est un peu déshumanisé. Où est le sujet dans tout ça ?» Il est là, il est toujours là, le sujet. Et par contre, ce que prônent certaines personnes, tu as un papier d'un psychologue que j'avais lu pour sa thèse, qui disait même l'histoire un peu psychanalytique du sujet, elle doit être incorporée dans cette analyse de ces données numériques. Il faut remettre en perspective les choses en fonction de l'histoire du sujet. Pourquoi pas? C'est une couche supplémentaire avec une autre grille de lecture qui peut être intégrée. Vous voyez, l'un n'exclut pas l'autre et on a des possibilités d'ouverture qui sont des possibilités intéressantes dès lors qu'on prend du temps pour les mettre en œuvre. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que grâce à ces outils, comme je vous montrais tout à l'heure, on a des possibilités d'intervention en temps réel. En temps réel, une alerte, ça peut être agaçant une alerte, ça peut être agaçant d'être titillé. Si en plus je suis irritable et qu'une alerte me dit tu n'es pas bien, c'est pas bon. Mais il existe par exemple une étude qui s'appelle Priori, qui va écouter comment vous parlez. Elle va voir s'il y a une accélération du débit, une tachyphémie ou une bradyphémie, mais généralement c'était plus pour le versant accélération. Elle analyse par rapport à d'habitude, et du coup, si elle détermine que c'est pas bon, elle vous dit tu parles vite. Est-ce que tu ne serais pas un peu excité, pas comme d'habitude, etc. Alors là, le sujet peut choisir de dire oui ou non. S'il dit oui, eh bien, tant mieux. S'il dit oui, il va y avoir une action. Et on peut dire, par exemple, est-ce que j'appelle tes personnes ressources, ton aidant, ton médecin, etc. Et ça peut permettre d'avoir
en temps réel une petite adaptation thérapeutique ou un conseil, qui n'est pas nécessairement un médicament. Ça peut être ce soir, évite de sortir, couche-toi tôt, mets-toi au lit, etc. Et tant que c'est possible, vous avez peut-être évité une amplification symptomatique, un petit peu comme le font les thérapies interpersonnelles avec aménagement des rythmes sociaux. Le fait de se dire, là, je suis un peu mou, il faut peut-être que je sorte, versus là, je suis un petit peu trop excité, il faut que je reste à la maison. Ça peut permettre de se faire aussi avec une sorte de contrôleur externe supplémentaire. Donc, vous voyez que les possibilités d'adapter ce qui existe, mais avec un niveau d'automatisation et de personnification, est quand même assez pertinent. Ces possibilités d'action en temps réel, elles sont aussi bien sur des aspects thérapeutiques, psychothérapeutiques, physiques ou autres. Et on peut imaginer, après, il faut savoir jusqu'où on va, mais que peut-être votre assistant personnel deviendra un majordome. C'est un peu l'idée des technophiles et des gens qui travaillent là-dessus, qui va dire qu'on aura tous un majordome numérique. On aura quelqu'un qui sera notre algorithme personnalisé, qui nous connaîtra tellement bien, qui sera capable de trouver quel est le thérapeute le mieux pour vous en fonction de tout un tas de paramétrages, de prendre rendez-vous à votre place, etc. C'est une forme de secrétariat numérique, mais personnalisé. Et il sera peut-être capable de dire, là où tu es un peu mou, tu as mal dormi depuis 3 jours, ce matin, je mets la luminothérapie de manière automatique à 8 heures. Boum, et c'est mieux. Alors, où est la part de libre arbitre là-dedans? Encore une fois, ce sont des choix personnels, sociétaux, mais qu'il ne faut pas rejeter d'emblée. Il faut voir ce que ça peut aider parce que c'est un moyen d'aller un petit peu mieux. Moi, je fais souvent ce parallèle avec le diabète. Le diabète, les gens ont une pompe, la pompe analyse votre glycémie, en fonction de ça, elle ajuste la dose. Ça ne choque personne. Là, on est dans le comportemental et on se dit, oui, mais il y a un contrôle. Pas nécessairement, parce que c'est pas non plus un outil qui va vous empêcher de penser. Mais dans l'idée, on va pouvoir avoir ces interventions pour optimiser, encore une fois, tout ce qu'il nous faut en temps réel. Alors, est-ce qu'on doit redéfinir un serment d'Hippocrate? Dans le serment d'Hippocrate, il y a marqué « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terme autonomie. Alors, c'est peut-être là où on a vraiment des choses à jouer, parce qu'à la fois, j'ai vu qu'il y avait une main levée, mais je répondrai aux questions après, sinon ça va être compliqué. L'autonomie, c'est quoi? Finalement, ma volonté, est-ce qu'elle est respectée? Très probablement que j'aurai des moyens de faire respecter ma volonté via le recueil de ces données. Comme je vous disais tout à l'heure, un patient, je dis, vous avez l'air fatigué. Non, c'est juste hier soir, regardez, boum, j'ai dormi correctement tout le mois. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Si je n'ai pas la preuve, je dirais, mais si, vous avez l'air fatigué. Mais non, je dors bien. Mais non, vous avez l'air fatigué. La liberté d'action, il faut pouvoir la préserver. Et là, autant on peut paramétrer, par exemple, avec RGPD, les cookies et les trucs comme ça, quelque part, on aura le droit de déterminer, et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est par exemple, dans mes directives anticipées numériques, je veux que si j'ai un outil comme ça, que j'accepte sur une appli qui m'aide à aller mieux, je ne veux pas être embêté par 3 trucs par jour et je ne veux pas que ça corrige. Ou OK, je suis d'accord, je veux bien. Bien sûr que l'autonomie, c'est aussi garantir qu'on peut comprendre. Et il va falloir que ces outils-là soient compréhensibles. Pour qu'ils soient compréhensibles, c'est que d'abord, les gens communiquent un peu dessus. Et là, on se heurte parfois au secret industriel. Les gens ne veulent pas montrer comment marche la boîte noire. Mais la compréhension de cela est fondamentale. Et pour qu'il y ait de la compréhension, il va falloir que aussi les prescripteurs sachent comment ça fonctionne. Et bien sûr, l'autonomie, ça passe par le respect de la dignité. Et ça, c'est aussi important. Alors, dans ces outils, qu'est-ce qu'un bon outil? C'est des outils qui respectent finalement une certaine charte et une certaine structure. Et on doit pouvoir comprendre dans ces outils à quoi ils servent. Ça doit être clairement expliqué. On doit comprendre comment ils sont construits. Est-ce qu'il y a de la science derrière? Est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils vont me permettre d'avoir des informations pertinentes pour ma prise en charge? Et est-ce qu'ils me respectent d'un point de vue éthique? C'est-à-dire qu'ils ne restreignent pas ma liberté d'action, ma volonté et ma dignité. La pédagogie et la protection. Ça, c'est un peu le rôle du médecin aussi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours du mal
moi personnellement, hein, quand un médecin me dit je prescris le médicament, mais je ne comprends rien à comment ça marche. Alors, je peux comprendre qu'on ne comprenne pas, mais on se renseigne. Et là, c'est pareil. Comment je fais si un patient me dit ah, voilà, j'ai vu l'application Touche Joyeux, ça a l'air bien, tout le monde me dit que c'est bien, il y a 260 000 likes et 8 cœurs, vous en pensez quoi? Si je suis comme ça, il y a quand même du monde qui l'utilise, ça a l'air d'être intéressant, c'est bien, c'est pas bien. Quels sont les critères que je vais utiliser? Comment je vais faire? Et puis, eh bien, c'est là où effectivement, on est en droit de réclamer à la profession qu'elle s'actualise, qu'elle s'ouvre à ces outils, quitte à avoir un point de vue. Il y a des médecins psychiatres qui disent moi les traitements c'est pas mon truc, ou je trouve que c'est pas utile, ou ça marche pas. C'est un point de vue. Chacun a le droit d'avoir un point de vue. On est dans une société libre et démocratique, donc on a le droit d'en avoir un. Là, c'est pareil, on a le droit d'avoir un point de vue sur le numérique. Mais si on a un point de vue, il faut savoir de quoi on parle. C'est tout ce qu'il faut demander. Donc la pédagogie implique aussi une bonne connaissance. Mais elle ne doit pas être asymétrique, cette pédagogie. C'est pour ça que je suis très content de faire ces conférences auprès de vous. J'espère qu'elles sont accessibles. Je fais tout pour que ça ne soit pas trop planant, mais la pédagogie, elle est importante parce qu'elle permet d'expliquer les tenants et les aboutissants avec un regard, certes, peut-être un peu partisan, mais pondéré, je l'espère. Et la protection, c'est, comme tout à l'heure, préserver l'autonomie, c'est aussi protéger les données. Qui, quoi, comment, qui les possède? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'argent, c'est les données. Celui qui possède les données possède l'argent. Et effectivement, il y a beaucoup d'intérêt à avoir des informations. On n'a peut-être pas envie que son application soit connectée avec celle d'une assurance qui dise voilà, en ce moment, il n'est pas bien, ou il a fait ça, il a fait une tentative de suicide et autres. Donc, on voit bien qu'il y a des moyens. Et comment je vais gérer l'incertitude? C'est aussi un vrai débat. Comment je gère l'incertitude d'une probabilité? Si on me dit vous avez 95% de risque de faire un épisode, il y a quand même 5% que j'en fasse pas. Et est-ce que ce risque ne va pas déclencher, finalement, alors que j'aurais peut-être été dans les 5%, qui sait, une telle angoisse que finalement, j'y serais pas? Alors vous allez me dire, si l'algorithme est sûr, il vous aura classé dans ceux qui n'auraient pas eu la peur. Mais je me souviens toujours d'une histoire que mon père me racontait quand j'étais petit. Je ne sais pas si elle est vraie, si c'est une légende. En tout cas, elle me frappait. Il me disait que les aborigènes, chaque année, se réunissaient en cercle. Ils prenaient un os de kangourou qui faisait tourner, et celui qui pointait, il allait mourir dans l'année. Moi, je me disais, mais quel curieux rituel, pourquoi ils font ça? Et il me racontait que quand les médecins sont venus et ont autopsié les morts, ils se sont rendus compte que, alors que c'était des sujets jeunes, ils avaient les coronaires complètement pourris. En fait, ils avaient tellement stressé à l'idée qu'on leur a dit qu'ils allaient mourir que ils mouraient. Donc, quelque part, la précaution était toujours réalisée. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Si un outil me dit tu vas faire une rechute, est-ce que je ne vais pas être tellement angoissé que je vais la faire? Et le fait même de m'angoisser, c'est déjà le début de la rechute. Donc, on voit qu'il y a quand même une incertitude à gérer et que ça, le médecin, il est finalement aussi responsable de la gestion de cette incertitude, mais exactement comme on le fait avec un traitement. À votre avis, ça a marché, docteur? Oui, ça marche dans combien de cas? 70%. Mais c'est quoi 70%? Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je ne suis pas dedans? C'est vachement compliqué, vous voyez, à gérer des probabilités. Et bien, probablement qu'une partie de notre boulot futur, ça va être de gérer ces notions de probabilité, d'incertitude un peu plus, parce que là, c'est des prédictions qui vont être quand même assez importantes et assez élevées. Là, alors, c'est un peu technique, mais c'est pour vous montrer, nous, ce qu'on a proposé. Alors, on a créé une application avec le professeur Olivier Bonneau et un laboratoire de mathématiques à Nantes qui va être étudiée dans la prévention des rechutes suicidaires chez les adolescents qui ont fait une tentative de suicide. Et on a créé ce qu'on appelle un réseau bayésien. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui est basé sur une modélisation de notre connaissance expertale. On a pris plein de paramètres et ces paramètres, on dit s'il est modifié, il y a tant de probabilités que ça soit lié au suicide ou à un risque de suicide, etc. etc. Et tout ceci est connecté, s'organise. Mais on s'est dit, est-ce que ça marche? Et là, on a dit, il va falloir tester. Tout médicament qui est mis sur le marché a été testé d'abord sur des cellules, sur des animaux, ce qui est hélas triste, mais c'est comme ça arrive, parfois de manière un peu informatique. Et nous, on a créé des petits personnages, des sims, des simulations d'êtres humains, avec des variations d'humeur, des variations d'anxiété, etc. Et on a regardé si nos conseils
correspondait à une réalité. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette feuille, sur ces graphes, bon, en haut, il y aurait c'est un peu abscon à expliquer, mais en dessous, vous voyez, il y a faites de l'imagerie mentale, appelez votre médecin, faites du mindfulness, etc. À chaque fois, il y a des conseils. On regarde au début quand le mec est bien, et puis après, on fait varier. On a fait varier brutalement le niveau d'anxiété. Et après, le niveau d'anxiété explose à partir de la 10e itération. Eh bien, on regarde si, avec ça, les conseils qui sortent correspondent à quelque chose de cohérent. Parce que si le type il est super anxieux et suicidaire et qu'on lui dit va jouer aux jeux vidéo, notre algorithme il a un problème. Eh bien voilà, nous on dit par exemple pour que bien protéger les gens, pour que ces outils soient pertinents, il faut faire l'équivalent d'essais de stade 2, de phase 2, pardon, exactement comme pour le médicament. Donc c'est pour montrer que pour assurer la sécurité, et les recommandations des sociétés savantes américaines ou l'HAS en France disent que ça doit reposer sur des études. Là, par exemple, vous voyez, vous pouvez faire des études qu'on a appelées in silico. Ce n'est pas de nous, mais c'est des simulations de patients. Donc, au moins, ça a été testé avant. Parce que bien souvent, quand vous chopez une application, qu'est-ce qui vous dit qu'elle a été testée? Qu'est-ce qui vous dit qu'il y a 20 papiers ou 25 papiers qui garantissent que c'est un effet versus placebo, que c'est sécure, etc., et que ça ne va pas vous raconter n'importe quoi. Et quand vous voyez le nombre d'applications qui sont téléchargées, et certaines dans le registre bien-être et autres, qui sont quand même truffées de fautes ou d'approximations, eh bien, ça doit nous interpeller aussi bien d'un point de vue de la responsabilité médicale que l'implication des patients dans la connaissance d'une évaluation pertinente de ces outils. Parce que, comme je disais tout à l'heure avec mon histoire de petit kangourou, c'est Robert Merton qui parlait des prophéties autoréalisatrices. Si on prédit un truc, on va finalement parfois créer toutes les conditions pour le rendre réel. Et je retombe toujours sur l'histoire de Rosenheim, pour vous montrer à quel point on peut avoir une tendance à tourner en boucle dans nos réalisations. Rosenheim est un sociologue et un psychologue qui étudie les sciences humaines, qui en 1973 va publier un article dans Science qui s'appelle « To be sane in insane places », être sain dans un endroit qui ne l'est pas, en gros. En fait, c'est quoi? Il a fait une expérience où il a, avec son équipe, ils étaient 9, je crois, écrit un script qui dit, voilà, je suis schizophrène, j'entends des voix, je ne suis pas bien, je suis angoissé. Le but, c'est qu'ils aillent aux urgences, qu'ils racontent leur script, et qu'à l'issue du script, on voit ce qui se passe. S'ils sont hospitalisés, le lendemain, ils doivent dire, écoutez, c'est une expérience, j'ai rien, je veux rentrer chez moi. À votre avis, combien vont être hospitalisés? Eh bien, quasiment tous, sauf un. Combien de temps ils vont rester? Alors qu'ils n'ont rien. Entre 7 jours et 52 jours. Et surtout, ils vont, comme à partir du moment où ils restent, il va falloir qu'ils travaillent. Donc, ils demandent des feuilles, ils écrivent, ah ben voilà, oui, ils sont vraiment délirants, puisqu'ils écrivent, donc ils sont bien paranoïaques, c'est bien ça. Et en fait, finalement, tout le monde va confirmer son impression, alors que finalement, les gens n'ont rien. Alors, c'est embêtant, on se dit, mais mince, les psychiatres sont nuls. Non, ce que va dire Rosenheim, il ne va pas dire vous êtes nuls, il va dire la façon et l'endroit d'où vous posez le diagnostic n'est pas super adapté, et c'est compliqué, et surtout, vous confirmez ce que vous avez envie de voir. Alors, on va leur dire, oui, mais bon, c'est normal, vous n'avez pas été dans les bons endroits, etc. Alors, Rosenheim va dire, deuxième étape, je vous envoie des patients, maintenant que vous le savez, à vous de les trouver. Et l'hôpital va en trouver 80, sauf qu'ils n'ont envoyé personne. Donc, vous voyez bien que quand on est persuadé, c'est compliqué. Alors, justement, est-ce que ces outils ne peuvent pas servir à objectiver un peu plus, tout en sachant qu'ils ont un peu d'incertitude? Après, d'autres auteurs diront, mais bon, ça c'est de la pseudo-science, les médecins sont là pour ne pas passer à côté de quelque chose, si on leur ment, c'est un autre débat, ce qui est un peu vrai. Mais bon, eh bien, en même temps, pour moi, le numérique a à la fois la potentialité d'aider à optimiser l'objectivité médicale, et en même temps, on a des risques de subjectivité et de prophétie autoréalisatrice. Donc, il faut vraiment continuer à travailler, à explorer. Pour ceux qui sont ma génération, on reconnaîtra HAL 9000. D'ailleurs, c'est une référence à des premiers ordinateurs d'IBM, qui est HAL, qui est l'ordinateur dans 2001 Odyssée de l'espace, qui devient un peu paranoïaque parce qu'il a peur qu'on l'éteigne et qu'on le tue. Et donc, protéger de la malveillance. C'est aussi ça qui est important, parce que aussi bien l'ordinateur qui s'emballe ou qui fait des fautes, bon, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il n'est pas conscient, mais aussi de la malveillance des utilisateurs de ces données.
j'avais lu un papier où, je ne sais plus combien, c'était 60-70% des Américains n'étaient pas très choqués par l'idée de donner leurs données de santé, même à des sociétés privées. On va me dire peut-être la culture est différente, mais en même temps, il faut bien quand même que le secret professionnel soit préservé et que ces outils-là ne soient pas des outils qui provoquent quelque chose de plus grave que ce pourquoi ils sont programmés. Il ne faut pas qu'ils soient mal foutus au point de vous provoquer des effets indésirables, des mauvaises décisions et autres. Donc ça aussi, ça demande un vrai travail. Et le souci qu'on a, c'est que le temps de développement industriel n'est pas tout à fait le temps du développement académique. Là où vous faites une étude, c'est long. C'est long de faire une étude, il faut déposer un projet, il faut l'écrire, il faut recruter, on a du mal. Une fois qu'on a fait ça, il faut publier, il faut être accepté. Et boum, il s'est passé 3 ans, 4 ans, 5 ans des fois. Or, l'investisseur lui dit, moi, je suis pressé. Donc, oui, bon, écoutez, on sort une version bêta, un truc intermédiaire, on verra bien, on corrigera après. Et bon, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça. Maintenant, c'est un peu moins. Et le ministère suite à pas mal de modifications de la doctrine, proposer des voies plus rapides d'évaluation et d'accréditation et à débloquer dans le numérique en psychiatrie 20 millions d'euros là, suite aux assises de la santé, donc, ce qui est pas mal, mais est-ce que c'est suffisant? C'est déjà ça, mais ça permet quand même de développer des outils et aussi bien travailler pour protéger de la malveillance potentielle. Autre point, admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés, reçus à l'intérieur, etc. Là, on parle effectivement de la protection des données que je viens de vous dire. Effectivement, toujours, quand vous avez une application et que vous la prenez, elle est capable de capter parfois tellement d'informations, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'il faut que vous sachiez à qui appartiennent les données. À vous, pas à vous. Il faut que ça soit clair et net. RGPD, il faut que ça soit 100 du 100%. Je ne coche pas n'importe quoi sous prétexte que je n'ai pas le temps. C'est important, la protection des données et de vos données, puisque ce sont vos données de santé. Je n'irai pas laisser traîner sur Internet ou un forum mon carnet de santé ou mon dossier médical. Je veux dire, par exemple, là, on avait vu l'histoire des gens qui ont été regardés ou diffusés le QR code du président Macron. Je veux dire, ils se sont fait allumer et c'est un peu normal parce que ça ne se fait pas. Il y a le secret professionnel, on ne diffuse pas, etc. C'est pareil, nos données nous appartiennent et même si on est un personnage public, elles n'appartiennent pas à tout le monde, sauf si je décide d'en parler. Mais là, c'est important d'avoir ce regard aussi objectif sur à qui appartiennent les données. Et souvent, je dirais même les jeunes, alors peut-être que c'est une intuition qui peut être critiquable, mais souvent, ce n'est pas qu'ils s'en foutent, mais les jeunes mettent facilement leur vie sur Internet, ils montrent leurs données de santé, etc. Mais quelle est la différence? Quelque part, il y a une confusion. Donc aussi, il faut prévenir ceux qui sont peut-être moins dans cette culture de la protection des données, que là, les données de santé, c'est important parce qu'on a déjà tellement d'informations. Ceci dit, sur Facebook Futur Metaverse, l'analyse de langage permet de détecter des conduites suicidaires potentielles. Donc ça se fait, ça marche très très bien. Alors ça peut être super positif quand c'est bien utilisé, moins si on recueille ces données, qu'on vend une assurance, on lui dit lui, il ne faut pas le prendre parce qu'il va se tuer dans 6 mois. Vous voyez. Donc le système est aussi entre les mains des personnes qui doivent vérifier, parce qu'on peut vous forcer un petit peu la main, que les données soient bien des bonnes données. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission, je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. On parle de compétences, je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. De quoi je parle là? Là, je parle de ça. 1 + 1 = 3. On peut m'accuser, en tant que médecin, de ne pas avoir donné ce qu'il y avait de mieux pour un patient. On peut m'accuser d'avoir donné ou laissé donner quelque chose à un patient qui n'était pas bien. Donc, moi, je dois entretenir mes connaissances pour pouvoir toujours offrir ce qu'il y a de mieux aux patients, au moins ce qui est acquis par tous, encore mieux si je suis un peu à la pointe. À partir du moment où ces outils sont là, on pourra me dire, vous avez dit oui à un patient sur un outil pourri, c'est à cause de lui qu'il a eu un souci, ou alors vous n'avez pas fait bénéficier de cet outil-là qui aurait pu l'aider à un moment parce que c'était adapté et c'est démontré. Donc ça, c'est plutôt du côté médical. On est en droit de demander une forme de remise à niveau sur ces outils, comment ça marche et autres. Aujourd'hui, sur Paris, il y a un DU de médecine connectée, numérique, etc. Un DU. En psychiatrie, il y a un séminaire
de DES à Paris, je parle d'à Paris, c'est ce que je connais, quelques rares cours à droite à gauche, mais il n'y a pas beaucoup, alors que c'est la médecine de demain. Vous imaginez quand même que c'est un petit peu quand même compliqué. Et quand vous regardez les gens qui sont en école d'ingénieur, mais eux, bon, on va dire c'est des ingés, mais ils raisonnent comme ça, c'est très clair. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'asymétrie et il faut que nous, on avance parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, 1 plus 1 égale 3. C'est la théorie du médecin augmenté. Et ça, c'était clairement explicité dans le livre blanc du numérique de l'HAS. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est anecdotique et j'arrive vers la fin. C'est une étude qui disait, ouais, mais bon, est-ce que c'est humain tout ça? Vous voyez ces petits robots Nao, ils ont été faits par une société qui s'appelait Aldébaran, qui était une société française. Et ils demandaient à des gens de venir entraîner le logiciel de reconnaissance vocale. Alors, il disait aux gens, vous allez lui parler, on va faire le planning d'une semaine. Par exemple, qu'est-ce que je mange, je fais les courses, quel rendez-vous que je prends, etc. Une fois qu'ils ont fait ça, à la fin, l'ordinateur, on doit éteindre le petit robot. Sauf qu'en vrai, ce n'est pas un robot, c'est un mec derrière qui parle. Et dans un cas, il parle de manière très froide. Oui, ok, une pizza, oui, ceci. Dans l'autre, il dit, une pizza de margarita, moi aussi, c'est ma préférée. Un truc social. Eh bien, ceux qui avaient été exposés au langage social, aux cognitions sociales, à un truc très, très humain quelque part, ils avaient du mal à éteindre l'ordinateur, le petit robot. Ouais, mais bon, parce que le robot disait non, non, je veux pas, il fait noir, je veux pas mourir et tout. Et bien, ceux qui avaient été exposés au truc social, ils mettaient vachement plus de temps pour éteindre, ils trouvaient des excuses. Ce qui montre bien que ce n'est pas tant la forme qui marche, c'est la manière dont on interagit avec. Donc, vous voyez que potentiellement, ces outils ont une forme d'humanité. Et là, je reprends, pour moi, alors, c'est encore une fois, ceux de ma génération peut-être reconnaîtront, McCoy, c'est dans Star Trek. McCoy est un personnage emblématique, c'est le vaisseau, c'est le médecin du vaisseau. C'est important, les mecs qui traversent l'univers et l'espace, si jamais il n'y a pas un médecin à bord, ça craint. Et McCoy, il a une petite boîte, un boîtier dans la main, qui est un boîtier qui pose souvent et qui détecte, qui dit ce qu'il y a. Sauf que ça ne fait pas tout, parce que McCoy, il humanise ça. Et son meilleur pote, quelque part, enfin, c'est pas son meilleur pote, mais avec qui il est tout le temps en interaction, c'est souvent Spock. Spock, qui est ce demi-vulcain, vous savez, ce personnage avec les oreilles pointues, qui, comme tous les vulcains, ne raisonne pas, est très rationnel et les émotions n'ont pas de place. Et donc, c'est un petit peu un combat entre les émotions et justement l'empathie. Et en fait, cette médecine, c'est peut-être ça, c'est quelque part, l'ordinateur, ça sera Spock, et lui avec le boîtier de McCoy, et McCoy sera celui qui donnera de l'humanité. Et finalement, ce transfert de tâches devrait nous donner du temps d'humanité supplémentaire pour justement accompagner aussi un peu les patients. Et il faut le voir parfois comme une opportunité, d'autant que dans les projections des métiers qui vont disparaître, les métiers d'empathie sont ceux qui disparaissent en dernier. Donc au moins, c'est bon à savoir. Bien sûr, il va falloir savoir que quand il y a une erreur, qui la juge, qui règle le problème? Est-ce que c'est la société qui est responsable? Est-ce que c'est le médecin qui l'a mal utilisé? Donc, vous voyez, il y a plein de choses à débattre. Est-ce que ça sera des IA qui jugeront des IA? Puisque aujourd'hui, je ne sais plus quoi, il peut y avoir 10 à 20% des affaires courantes des tribunaux qui peuvent être gérées par des IA et des décisions automatiques. Donc, pour conclure, ce n'est pas parce qu'on maîtrise une technologie qu'on ne va pas disparaître. Et Kodak en est l'exemple. C'est une boîte qui a inventé la photo numérique, mais qui n'a jamais exploité, et qui, pour survivre, a dû vendre un à un tous ses brevets parce qu'elle est restée bloquée sur le numérique, l'argentique. Alors, est-ce que c'est plus beau l'argentique, machin? Le débat, il n'est pas là. C'est simplement que quand ça existe, il faut quand même être réaliste, ça va prendre la place de ce qui existe déjà ou le compléter de manière vraiment importante. Pour conclure, est-ce que je dois avoir peur de cette mobilette parce qu'elle va plus vite que moi? Ou est-ce que je dois avoir peur de celui qui l'a conduit, qui a beaucoup trop bu et qui n'a plus le permis? Moi, je dis, justement, c'est peut-être le deuxième, ce qui nous montre bien que considérons les algorithmes pour ce qu'ils sont, des algorithmes. Par contre, c'est tout ce qui va autour, qui peut être à la fois hyper fascinant, très prometteur, bourré d'espoir, et en même temps, des limites, des risques qu'il faut complètement peser. Si une seule catégorie de personnes gère tout cela, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ça se construit avec tous les points de vue. Et je maintiens que vous devez vraiment être promoteur, participer dès que vous pouvez, donner votre avis, mais des avis, bon, bien sûr, constructifs, se renseigner, connaître, parce que ça fait partie des traitements de demain. Et demain, c'est bientôt. J'ai presque fait un slogan politique. Demain, c'est bientôt.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je pense qu'il nous reste un peu de temps pour des questions. Je vous montre un peu les membres de l'équipe ou des personnes à qui j'ai écrit ces papiers. Il y a des sociologues, des chercheurs de neurosciences, psychologues et bref, toute notre équipe. Voilà. Donc, je disais merci beaucoup pour cette belle conférence. Il y a une question. Comment faire en tant que patient pour participer à un projet de création d'application plus ciblé sur la bipolarité? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que pour l'instant, là où les patients sont invités un peu à participer, c'est plutôt dans les études quand elles sont en cours. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut peut-être monter des groupes un peu de réflexion. Il y a enfin, moi, ce que j'encouragerais, parce qu'il y a une idée un peu comme ça, imaginez qu'au sein d'Argos, vous ayez une petite division numérique qui, avec des gens, travaille et dit nous, c'est ça qu'on veut, nous, c'est ça qui nous intéresse, et qui n'hésite pas à publier un petit peu ses idées, ses envies, ses besoins, parce que c'est à ça qu'il faut répondre. Comment, alors, imaginons que moi, je sois un informaticien, hormis si j'ai des patients bipolaires dans mon entourage, ou moi-même je le suis, ou j'ai fait psychiatrie avant, j'ai qu'une représentation livresque et théorique des choses. Donc, moi je crois vraiment qu'il y aurait un intérêt à créer des groupes déjà intra et de dire, voilà, nous on pense ça, et en faisant connaître, en faisant parler, de dire ce qui nous intéresse. À titre d'exemple, à l'encéphale la semaine dernière, j'ai donc demandé la présidente de l'UNAFAM, de dire ce qu'elle pensait de ces théories, ces techniques et tout. Et finalement, elle était très moderne dans sa position, en disant, mais arrêtez, les patients n'ont pas peur, les patients veulent, etc. Et ça c'est aussi intéressant qu'il y ait ce qu'on appelle du bottom-up, que ça vienne des gens concernés. Donc, voilà, moi je dirais créer. Après, il peut y avoir aussi des initiatives individuelles. Pourquoi je ne créerais pas mon application comme je crée un groupe de parole, comme je crée un atelier thérapeutique? Vous voyez, ça peut venir de soi. Après, maintenant, il n'y a pas encore beaucoup d'études qui disent qu'il faut demander aux patients ou autre. Ou alors, ça se fait de façon un peu locale, sur des études un peu qualitatives ou de preuves de concept, où on essaie de capturer un peu les besoins, comme on ferait par rapport à, je dirais, le terme n'est pas adapté, mais un produit quelconque. Vous voyez? Idée, créer une section Argos numérique, e-Argos. Nous avons déjà parmi nous beaucoup de personnes qui sont tout à fait passionnées par ces outils et qui s'en servent. Et nous avons même parmi nous un chercheur dans ce domaine. Bon, il y a Thierry qui nous pose une question. Il est établi que les proches des patients bipolaires sont encore trop peu écoutés et entendus par les psychiatres, voire souvent totalement exclus. Peut-on espérer imaginer que les informations issues de ces outils numériques de monitoring seront-elles prises en compte par ces mêmes psychiatres? C'est un petit peu ce que j'ai dit dans la conférence, et ce que je souhaite, c'est un outil d'empowerment et d'équilibre. Je dis, en disant ça, faut que je garde une position vraiment la plus neutre possible, parce que j'entends ça, et après ma pratique n'est peut-être pas la pratique de tout le monde ou ma façon de voir, donc je ne vais pas non plus parler à la place d'autres collègues qui voient les choses d'une certaine façon. Par contre, je crois pertinemment que ces outils-là sont des outils qui permettent de recueillir des informations, qui permettent aussi d'apporter de manière plus symétrique dans le dialogue des infos. C'est de l'empowerment. C'est un moyen de me dire, voilà, non, mais regardez, docteur. Moi, si quelqu'un me le dit, au bout d'un moment, je dis, bah ouais, ok. Voilà, il y a ça. Alors, est-ce que j'ai besoin, pour le croire, d'avoir une courbe sur un mois? Oui et non, mais quand même, ça peut peser, ça peut m'aider à mieux comprendre. Et si les aidants sont aussi, je ne dirais pas copropriétaires parce que ce n'est pas le but, mais ont même un outil de collecte qui leur permet d'avoir leur vision extérieure de ce qui s'est passé, eh bien, c'est intéressant. Ceci dit, on a mis au point, avec le professeur Bonneau aussi, on travaillait sur une application dans l'autisme, Smart Autisme, pour les parents d'enfants autour de la collecte, des troubles du comportement, des difficultés et autres. Et on s'est rendu compte que y a aussi, même si c'est un outil qui est destiné aidant, il y a plein de gens qui ne les utilisent pas. Donc,
Ça, c'est intéressant aussi de voir pourquoi on accroche, pourquoi on n'accroche pas. Ce qu'on appelle, il y a plein de trucs en informatique qui connaissent super bien, mais est-ce qu'il faut gamifier? Est-ce qu'il faut faire du feedback? Est-ce que s'il y a un événement concomitant de l'actualité, du coup, on utilise moins les outils, plus les outils? Vous voyez, il y a aussi tout un travail et les aidants sont impliqués. Et pour nous, par exemple, surtout dans le cas de la pédopsychiatrie, quand même, les aidants vont utiliser ces outils puisque c'est les parents la plupart du temps. Donc, oui, ces infos, normalement, elles sont faites pour être interopérables, utiles. Vous savez, un dispositif médical, toutes les applications ne sont pas des dispositifs, mais un dispositif, il doit avoir une intention médicale. Clairement, je dois dire à quoi ça sert médicalement. Deuxio, ça donne une information individuelle. Ça me concerne moi et pas tous. Par exemple, si je prends ma tension artérielle avec un outil qui moyenne avec toute la France, ce n'est pas individuel, donc ce n'est pas considéré comme un DM au sens propre. Et enfin, ça doit générer une information nouvelle, qui est une information qui peut être utile pour le diagnostic et autres. Donc, vous voyez que ces outils-là, ça c'est un dispositif médical, le truc qui a passé beaucoup de normes, ça coûte cher à mettre en place, mais là, il y a des informations qui sont des informations qui peuvent être très pertinentes et qui peuvent aussi être complétées par celles des aidants. Pourquoi pas? Merci. Nathalie demande, est-ce que vous pouvez conseiller une application sérieuse pour les patients bipolaires? Alors, c'est là où moi, je vais avoir un petit peu honte parce que j'ai regardé beaucoup d'outils. Je vais vous dire, souvent dans les outils que je prescris des outils de cohérence cardiaque, donc ouverts, qui ne sont pas dispositifs. Par exemple, Respirelax ou autre qui a été fait que je trouve très bien. Je demande aux gens de brancher leur podomètre pour compter leur nombre de pas, parce que déjà, c'est vachement intéressant. Alors, j'ai travaillé sur l'élaboration d'un outil qui n'est pas spécifique aux troubles bipolaires, mais qui était une application qui avait été très téléchargée. J'avais été sur quelques bornes qui s'appellent Mon Sherpa. L'application que je vous ai montrée, Oli, elle n'est pas spécifique, mais c'est des chats d'accompagnement. Aujourd'hui, en français, tous les troubles bipolaires, on n'a pas encore de choses spécifiques. Donc, il y a quelques applications aux États-Unis, mais justement, je pense que ça va arriver bientôt. Une psychologue m'a dit à un congrès, il y a 2 mois, elle me dit c'est vachement bien tout ce que vous présentez, mais pourquoi on ne l'a pas encore en pratique? Vous voyez, ça, c'est un peu vrai. C'est en train d'arriver, c'est encore pas toujours à maturité, mais ça va venir. Après, des applications validées, reconnues, remboursées dans la bipolarité en France, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, je dis déjà, prenons des outils un peu fonctionnels. Je vous dis podomètre et autres, des outils peut-être pas encore complètement spécifiques. Il y a des outils de psychoéducation. Je voulais faire une revue très pointue récente, mais j'ai plus préféré aller sur des trucs conceptuels parce que je pense qu'une des recommandations, c'est qu'on doit les utiliser avant pour bien les connaître et bien dire ce qui marche. Or, je ne l'ai pas fait parce que je travaille pas mal en ce moment sur la dépression et l'anxiété. Donc, je n'ai pas réactualisé mes données, donc je ne voulais pas vous dire de bêtises. Merci. Selon vous, est-ce que l'on peut espérer que l'apport de l'intelligence artificielle dans la psychiatrie ou plus généralement dans la médecine puisse bénéficier au plus grand nombre ou pas? Par exemple, est-ce que les pays du tiers-monde pourront y accéder ou est-ce que cela restera de la médecine de riches? Alors, c'est une excellente question à laquelle j'ai réfléchi partiellement parce que je pense être biaisé par un petit postulat. Des téléphones portables, aujourd'hui, tout le monde en a. Et quelque part, il y en a partout dans le monde. Il y a probablement une différence sur les outils connectés. Tout le monde ne peut pas acheter une machin watch, je ne veux pas faire de pub, peut pas, mais tout le monde a un téléphone portable. Or, avec le téléphone portable, on a quand même beaucoup de possibilités. Donc, moi, je dis que c'est probablement une opportunité de réduire la fracture numérique et une partie de l'inégalité des soins. Maintenant, tout dépend de est-ce que ces outils vont être vendus? Est-ce qu'ils sont faits en open source? Alors, bon, moi, je vais militer un peu pour ma paroisse. Je travaille chez moi sur des outils collaboratifs, sur Linux. C'est des modèles ouverts et autres. Donc, j'ai une conception des outils collaboratifs qui est ce qu'elle est. Après, il y a d'autres modèles qui ne sont pas les mêmes, mais je crois que justement, c'est une formidable opportunité aussi que des entreprises individuelles puissent bénéficier de ces outils faciles d'accès
pour créer des outils ou transposer des outils au plus grand nombre. Mais pour conclure et pas être trop bavard à chacune de mes réponses, le téléphone portable, tout le monde en a, et un outil avec du phénotype numérique, tout le monde en a. Maintenant, c'est s'il y a un coût, quel coût? Mais je veux dire, il faut être réaliste. Si c'est pour des millions de personnes, on peut faire des marges moins fortes. Enfin, bon, je ne suis pas marchand. Hein. Je n'ai pas d'intérêt pour le coup, là, pour l'instant encore, donc, dans quoi que ce soit. Donc, Thierry demande, le trouble bipolaire a comme facteur déclencheur et de rechute des facteurs biopsychosociaux. Les outils numériques avec IA sont-ils capables de prendre en compte tous ces facteurs? Alors, le modèle parfait n'existe pas encore. Je ne sais pas s'il existera. On va avoir un effet assez magique parce que plus on va découvrir, plus ça va complexifier, et plus on va gérer la complexité, plus on aura. Mais normalement, bio, oui, parce que ces outils nous permettent d'aller assez profondément dans la recherche de données, de marqueurs. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a rien de spécifique, mais ça avance. Psycho, comportement numérique et autres. Est-ce qu'ils analysent les événements de vie toujours? Oui et non, mais on peut faire des algorithmes, c'est pas compliqué, qui analysent les événements de vie, qui les quantifient, ça craint, ça craint pas, ça c'est dangereux pour les gens, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est du calcul quelque part, et des modèles réalisés par les experts. Social, alors il y a les réseaux sociaux là-dessus, moi des fois je les trouve plutôt asociaux, parfois les réseaux que sociaux, mais il y a une dimension sur le social. Alors, il n'y a pas que ce social-là, il y a aussi ma qualité de vie, ce que je gagne, l'accès à tout un tas de choses. Mais je pense que ces outils peuvent s'intégrer dans une dynamique de santé qui est une dynamique plus large. Là, on prépare un article qu'on va bientôt soumettre sur même est-ce que ces outils ne vont pas faire une redéfinition de la santé. Effectivement, est-ce qu'on ne va pas se mettre à trouver des pathologies là où elles ne sont pas encore? Est-ce que c'est vraiment de la pathologie? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous voyez, il y a tout un travail même de cette définition de la santé, qui sont des réflexions, on n'est pas les seuls à les faire, mais sur lesquelles on essaie de plancher. Et une question plus ciblée, est-ce que la musicothérapie est un élément qui pourrait devenir un outil numérique? Alors, je vais, comment on dit ça, spoiler. Je dirige une thèse en ce moment où on est en train d'analyser dans la littérature autour de ces outils comment la musicothérapie peut être numérisée. Et ma réponse est je pense que oui. Totalement, totalement. On en écoute toute la journée. Moi, j'ai un truc qui est essayé, qui est assez fou, qui envoie des micro-impulsions qui fait flasher la lumière avec une musique un peu planante, et ça modifie vos états de conscience, par exemple. Un truc américain. Alors, c'est payant, mais c'est assez impressionnant. Et ça peut vous mettre dans des états modifiés de conscience. Alors, eux, ils disent proche d'une prise de LSD. Je n'ai pas essayé, mais voilà. Et oui, la musicothérapie peut être drivée par la musique. Et il y a déjà des applications qui le font, qui travaillent, qui vous font des trucs personnalisés, qui trouvent quel type de musique semble correspondre à votre profil, agissent dessus. Enfin, il y a déjà des applications. Et alors, je suis musicien, donc ce n'est pas moi qui vais vous dire que ça ne fonctionne pas. J'avais même fait une conférence il y a 2 ans ou 3 ans à l'Encéphale sur le cerveau musical, et je crois que c'est tout à fait miscible dans la technique. Dominique, encore une dernière question? Oui, une dernière question, parce qu'on arrive, il est 21h, là, 21h01. Alors, Eliane, en fait, a dû s'absenter, là, parce qu'en fait, elle a une quinte de tout, là, d'accord. Comme moi tout à l'heure. Donc, elle nous prie de bien vouloir l'excuser. Voilà. Donc, une dernière question, effectivement. Moi, oui. J'avais une dernière question. Est-ce que vous pensez de remplir tous ces outils numériques fait que la prise en charge par le patient lui-même est meilleure et qu'il est capable de prédire qu'il est en phase maniaque, qu'il est en dépression, et par là même de se rétablir mieux? Alors, soyons clairs, aujourd'hui, ces outils sont beaucoup du domaine de la recherche encore. Ils sont énormément encore en phase d'élaboration, ceux dans la prédiction et autres. Après, moi, ma conviction, elle est un peu oui. Alors, encore une fois, certains de mes collaborateurs et amis me disent « Ouais, tu es enthousiaste ». Et voilà, il faut bien être un peu optimiste dans la vie aussi. Moi, je le suis, c'est mon tempérament. Donc, je pense que oui. Et je pense qu'ils peuvent nous aider, mais à gérer une partie de l'histoire, parce que cette discipline est tellement complexe, ces maladies sont tellement complexes
ça va être compliqué de les réduire elles-mêmes à juste un filet de données numériques, mais on peut imaginer qu'on va même découvrir peut-être des nouveaux champs d'exploration, de compréhension et peut-être de prise en charge. Moi, je crois que bien mené, je n'ai pas la solution encore, je ne sais pas encore quel est cet outil idéal, je réfléchis, j'essaie je fais partie des milliers de personnes dans le monde qui essayent de faire avancer à leur échelle les choses, mais je pense qu'il y a un coup à jouer, c'est ma conviction. Maintenant, je suis réaliste aussi. Je vais donner l'exemple des réseaux sociaux qui, à la base, est un truc très sympa. Et quand on voit ce que ça peut donner parfois, cette foule numérique un peu dure et haute, où on critique et haut, et je me dis, bon, voilà, c'est toujours à double tranchant, double sword, les Américains appellent ça, à double tranchant. Donc, mais ça, c'est une banalité que je suis en train de raconter depuis le début. On sait qu'il y a des dangers et qu'on a des fantasmes aussi. Mais vraiment, pour conclure, le message que j'ai envie de dire, c'est impliquez-vous. Impliquez-vous, vous êtes propriétaire de ces moyens, vous êtes destinataire de ces moyens. Donc, autant c'est compliqué de participer à l'élaboration d'un médicament autrement qu'en le prenant dans un essai thérapeutique. Autant, dans ces outils, c'est possible de participer à des essais cliniques, entre guillemets, clinico-numériques. Mais pour une fois, je pense qu'il y a vraiment un mot à dire. C'est quoi pour moi les biens? Qu'est-ce que j'accepte? Est-ce que c'est utile, pas utile? Parce que le numérique pour le numérique, finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter? Si un crayon à papier peut être suffisant, pourquoi je le ferai en numérique? Par contre, si le numérique peut apporter un progrès dans la prise en charge et dans le bien-être des personnes et leur qualité de vie, il ne faut pas s'en priver. Mais voilà, ce n'est pas de la démagogie que je fais parce que je l'ai écrit dans les articles et je le répète à chaque fois. Et j'interviens régulièrement auprès des associations de familles et de patients parce que mon message, il est pertinent parce que je sais que je n'ai pas toutes les solutions du tout. Donc, les solutions, elles sont aussi, entre guillemets, en vous. Merci beaucoup, monsieur Mouchabak. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ici, je suis désolé pour ma fausse manip. Non, pas de souci. On essaiera d'effacer tout ça, l'enregistrement. Allez, merci beaucoup. Et je vous enverrai le diaporama si vous voulez le monter avec. Oui, avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Oui, et on le publiera. Merci, monsieur. Okay. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous. Ceux qui sont venus nous écouter aussi. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Rendez-vous en février.